Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui le conseiller du professeur Maurice Kamto, président du MRC, Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, je ne vais rien enlever au beau nom et beau prénom que ses parents lui ont donné. Nous allons maintenant assister à l'heure de Pierre Mukoko, qui a des questions au-delà du Cameroun à poser à Claude Wilfried Ekanga. Rebonjour Pierre. Rebonjour Jacques Mafo. À vous. Alors, avant de nous éloigner du Cameroun, je vais y rester encore une seconde. Alors, Monsieur Kanga, si par extraordinaire votre champion, Monsieur Kamto, devenait le prochain président du Cameroun, quel serait selon vous l'acte premier qu'il devra poser pour récupérer la souveraineté camerounaise qui est confisquée depuis 60 ans? Se réconcilier d'abord avec les Camerounais, réconcilier les Camerounais les uns les autres. On ne peut pas prétendre reconsidérer les cartes avec les acteurs internationaux si les cartes à l'intérieur du pays sont encore bousillées. Actuellement, il y a un contentieux au nozo avec les anglophones, il y a une arrogance du régime biéiste qui a donné l'impression aux anglophones qu'ils sont dans un autre Cameroun. Lorsque vous discutez avec les Camerounais, des gens vous disent, quand vous dites on veut renverser Paul Biya, on veut qu'il s'en aille, des gens vous disent oui, vous voulez apporter la guerre dans notre pays. Donc on a tellement divisé les Camerounais que ceux qui sont sur la rive droite du Mongo pensent que le Cameroun est un pays en paix. Parce qu'il faut que la guerre s'exporte vers la zone francophone pour qu'ils comprennent qu'en fait le pays est en guerre depuis 4 ans. Tant que c'est dans la zone anglophone, ils considèrent que la zone est en paix. Et même quand on aura pacifié ces zones, il faut qu'on s'entende avec eux sur 2 ou 3 paradigmes, sur une logique de pardon mutuel, une logique de réconciliation, une refondation de l'État selon les aspirations des uns et des autres, de manière à trouver un juste milieu. Si certains veulent la sécession, on dit c'est pas une option première, vraiment pas, on n'aimerait pas se disloquer puisqu'on va parler de panafricanisme, il faut rester le plus en bloc possible, donc on va leur dire voilà, nous vous accordons, nous aimerions que vous ayez dans le paradigme camerounais une autonomie qui vous permet de vous exprimer, mais en tant que famille camerounaise, et voilà. Une fois qu'on l'a fait, nous invitons maintenant des gens peuvent le faire avec une sorte de médiation internationale, mais d'acteurs crédibles, pas d'acteurs comme dans le cas de la guerre de Biafra en 67 où c'était en fait Total et British Petroleum qui étaient en train de se discuter les richesses de la zone. On veut vraiment des acteurs internationaux désintéressés. Enfin, on prendra les désintéressés parce que les acteurs internationaux ne sont pas de facto désintéressés. C'est sûr. Mais on prendra les désintéressés et on dira vous venez ici assurer la médiation sur la question anglophone. Des acteurs internationaux incluent aussi des acteurs des autres pays d'Afrique pour justement créer cette logique de la famille politique continentale. Et à partir de là, justement, on établit la résolution du conflit interne. Maintenant, on convoque les acteurs internationaux intéressés, les dirigeants français, les dirigeants polonais, allemands, espagnols, états-uniens, si vous voulez, on s'assoit et on dit voilà, nous avons du cobalt chez nous. Vous avez la technologie pour fabriquer, je ne sais pas, les iPhones ou les les appareils micro-informatiques. Nous allons faire du 50-50. Nous allons prendre une part de votre savoir-faire, même si vous ne pouvez pas tout nous donner parce qu'on est dans une guerre justement commerciale, guerre technologique et guerre économique. Nous allons prendre une part de cela en échange d'une part de ce que nous vous donnons. Comme les Chinois le font. Si vous voyez le TGV chinois, il ressemble à s'y méprendre. Bon, ICE allemand, vous étiez à Berlin il y a quelques jours, le TGV allemand, voilà. En Chine, il est simplement plus large, plus long, plus rapide, mais en tout cas, c'est de la technologie allemande. Bon, les Chinois ont dit aux Allemands, si vous voulez des concessions chinoises, si vous voulez, par exemple, je sais pas, des terres rares ou quelque chose comme ça, nous avons besoin des technologies et nous voulons un tel pourcentage. On s'entend sur cette base-là, parce que le panafricanisme n'est pas le refus et le rejet de l'autre, mais le refus de la domination et du rejet de l'autre. Dans le premier acte de Maurice Kamto sera, après avoir réglé le conflit en interne, d'appeler les acteurs internationaux et de leur dire nous voulons reprendre les négociations à zéro sur absolument tout,
y compris les accords de partenariat économique et les accords monétaires. C'est clair, c'est clair. Je vais aller dans le même sens. Jeudi 21 mai 2018, sur ce même plateau, à cette même place, Maurice Kamto déclare ceci, vous pouvez le retrouver sur GMTV+, ou sur le YouTube de GMTV+. Si je suis élu président de la République, je réglerai la crise anglophone et je l'acterai dans une nouvelle constitution. C'est ce titre qui avait été retenu pour cette émission que vous pouvez donc retrouver, qui va dans le même sens que ce que Évidemment, je ne faisais que paraphraser justement cet état d'esprit-là. Alors, si j'ai bien compris, M. Kamto, président, dénoncera les accords, ce qu'on appelle les accords de décolonisation. Pour les téléspectateurs, les accords de décolonisation sont des accords que la France a imposés à tous les 14 pays de sa zone d'influence à l'époque, où il n'y avait que les intérêts de la France qui étaient mis en avant, ce qui déséquilibre complètement tout. Donc, il n'y a pas de choix de toute façon. Nous sommes d'accord. Et quand vous dites Maurice Kamto, ce n'est pas l'apanage exclusif de Maurice Kamto, c'est l'obligation de tout dirigeant camerounais qui succédera à Paul Biya. Exactement. Comme on pourrait le recommander, il y a ceux qui, à la fin de la transition au Mali, succéderont à Ibrahim Boubacar Nous sommes Keïta. d'accord. Toute l'Afrique. Oui, Exactement. ça veut donc dire que, puisqu'on ne peut pas se détacher de la France, vu qu'elle a créé un cordon qui nous lie à elle, nous l'avons aidée lors des batailles, notamment à la Deuxième Guerre mondiale contre l'occupant allemand. Nous avons été sous tutelle, sous mandat, enfin sous tutelle de la France ou de la Grande-Bretagne aussi, à travers justement la Société des Nations. SDN, exactement. Oui, nous avons continué à être plus ou moins la chasse gardée de la France après les fameuses indépendances, parce qu'elle a combattu les indépendantistes aux côtés du régime camerounais. Bref, nous avons une longue histoire d'ailleurs très douloureuse avec la France. Il y a eu 2-3 bons moments sur 100, il y a eu 97 moments de douleur quand même qu'il faut recorriger. douleur pour les Camerounais. Bien évidemment. Avec plus de 500 000 morts. Oui, la relation a été plus tumultueuse qu'autre chose. Elle est une relation de dominant à dominé et jamais une relation de partenariat. Et aujourd'hui encore, peut-être qu'on va approfondir plus tard, on a encore une relation d'assujettissement monétaire. Ce qui signifie donc que nous allons dire à la France, nous ne pouvons pas en 2020 accepter qu'il y ait encore des accords imposés par vous à nous, à une époque où nous n'étions pas encore indépendants, dans le siège des traités inégaux que la Chine était obligée de supporter envers des pays comme le Japon dans les années 1930. Donc, nous voulons reconsidérer, nous allons reconsidérer ces accords dans une logique d'échange pour que nous ne le fassions pas de manière unilatérale, comme l'a fait... La Mauritanie l'a fait quand même. Hein. La Mauritanie l'a fait dans les années 70, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Notamment pour le franc CFA. Oui, le Mali l'a fait aussi en 62 sur le même franc CFA qui a entraîné justement les problèmes que Modibo Keïta a eu. Absolument, jusqu'à son Sylvain assassinat. Jusqu'à Sylvanus Olympio ainsi que Patrice Lumumba dont je parlais tout à l'heure envers les Belges. Donc, pour ne pas nous amener dans cette situation-là, parce que si Paul Biya s'en va, moi je serai l'un des combattants actifs des accords totalement inégaux que nous avons avec les puissances impérialistes. Et nous, la société, la jeunesse camerounaise, en fait, nous allons porter ce mouvement-là et dire, aussi bien dans les pays occidentaux que nous sommes, ou dans les pays africains, sensibiliser les populations dans ce sens-là, à leur dire, nous n'accepterons pas qu'en 2020, au XXIe siècle, des accords signés il y a près de 100 ans aient encore cours, alors que même nos parents n'étaient pas encore nés à cette époque. Donc c'est de ça qu'il s'agira, parce qu'aucun développement, c'est l'autre revers de la médaille. Nous ne pouvons amorcer qu'un semi-développement. Si Paul Biya avait bien géré, nous n'aurions qu'un semi-développement. Aucun développement total ne peut se passer dans une logique de soumission. Dans une logique de soumission, surtout économique, nous ne pouvons qu'avoir la moitié de notre développement. Sur la problématique du franc CFA, quand on vous dit que la moitié de votre argent est centralisé dans le compte de l'État français, le fameux trésor public, ça fait que même si Paul Biya avait été un bon président et avait dit voilà, je veux construire l'autoroute qui part de la frontière, non, qui est aussi à la frontière de la Guinée équatoriale, avec Kousséri à la frontière tchadienne, peut-être à un moment donné, il y aurait eu les financements et il n'aurait construit l'autoroute qui est aussi à, je sais pas, Ngaoundéré dans l'Adamawa. C'est un exemple. Si tu étais bien qu'il essayait un peu. Oui, s'il avait été un bon président, disons qu'il aurait eu le financement pour la moitié de cette autoroute, mais la moitié de l'argent issu par exemple de l'exportation de notre pétrole aurait atterri dans le trésor public français, ce qui aurait empêché la finalisation de l'infrastructure. Ce qui fait donc que de toute façon, on a besoin de revoir ces accords pour que ce développement soit total.
Comme Paul Biya n'a même pas été un bon président, il a ajouté à l'oppression française la médiocrité de son régime. Ce qui a fait que plutôt que d'avoir 50%, on a eu 50% en dessous de zéro. Alors, si j'ai bien compris, vous et moi, nous sommes ce qu'on peut qualifier de panafricanistes, hein, puisque je pense qu'on peut avoir, nous regardons ensemble incontestablement dans la même, il y a communication de conscience entre nous. À vos risques et périls. Oui. Cependant, j'ignore si nous partageons les mêmes démarches pour parvenir au panafricanisme. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Pensez-vous que la mise en place du panafricanisme soit possible en Afrique, alors même qu'on trouve encore les laquais de la France aux commandes? Pour l'instant, c'est difficile. C'est d'ailleurs la problématique que nous avons. Mon idéal, au départ, n'a jamais été... Le premier idéal n'a jamais été de combattre Paul Biya. Mon idéal, au départ, je l'ai toujours imagé par un voyage que j'avais fait entre Munich et Berlin il y a environ 10 ans. Je venais d'arriver en Allemagne. Je me suis rendu compte que le paysage était assez monotone entre le sud de l'Allemagne et le nord. D'ailleurs, on le voit plus ou moins en France. C'est parce que les mêmes paysages, les rectangles verts de champs, les prairies façonnés par l'homme, où on a l'impression, quand on se réveille après 2 heures de sommeil pendant le voyage, on a l'impression d'être au même endroit. Et là, je me disais, mais comment ça se fait que je ne vois pas de champs d'avocats, d'ananas, de tout ce que je vois dans les supermarchés, ça vient d'où? Et au fur et à mesure de mes recherches, je constatais que le cacao, en fait, il vient de chez nous. Les ananas, la banane, enfin, tous ces éléments consommés dans les pays riches, la plupart en tout cas, viennent de ces pays-là dont on dit qu'ils sont pauvres. Je me suis donc rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en essayant de connaître, de comprendre les mécanismes de cet état de fait, j'ai constaté que ça clochait parce que nos pays étaient exploités par des entités coloniales qui n'ont pas vraiment aboli la colonisation. Donc l'idée première était de s'adjoindre à nos dirigeants pour les combattre, pour les chasser dans une logique de panafricanisme. Ensuite, je me suis heurté à un mur, le mur justement des dirigeants africains qui, plutôt que d'être nos alliés, était le cas de Paul Biya, le meilleur élève de la France. C'est-à-dire, Dixit lui-même. oui, il l'a dit lui-même, je suis le meilleur élève de François Mitterrand. Donc à ce moment-là, on constate qu'il y a une difficulté, c'est que nous voulons instaurer le panafricanisme et la personne qui doit impulser ce mouvement est un anti-panafricanisme. C'est quelqu'un qui pendant longtemps, jusqu'aux années 91, on l'a presque obligé à créer une sorte de multipartisme de façade. Après le sommet de la Baule et François Mitterrand qui a réuni ses petites ouailles autour de lui, le coq alpha qui dit à ses petites poules, ok, vous allez bricoler 2-3 choses. Vous l'avez dit à Pascal Massanga Nyamding, parce qu'il y a 2 semaines, il me disait là que c'est Paul Biya qui avait apporté la démocratie. Je lui disais non, c'est François Mitterrand qui l'a imposé. D'ailleurs, il y a une coupure de journal qui date de... Je l'ai incrustée d'ailleurs, vous voyez la chaîne téléspectateur. Voilà. Elle est antérieure aux années 91 et Paul Biya dit non dans cet article au multipartisme. De la même manière que Omar Bongo Ondimba l'avait fait au Mali, au Gabon. Le panafricanisme avec moi, le multipartisme avec moi jamais de la vie. C'est ce qu'il fait savoir. Donc, je constate donc qu'on a un anti-panafricain et que le panafricanisme ne peut pas être instauré s'il n'y a pas... Vous ne pouvez pas avoir le maïs bouilli si vous n'allumez pas le feu. Pour allumer le feu. S'il y a un énorme bloc de glace sur le feu, la marmite mettra du temps avant de chauffer ou elle chauffera jamais si la glace est énorme. Donc retirez la glace, faites chauffer. Et Paul Biya et l'énorme glace maintenant qui empêche justement le maïs de chauffer. Et donc l'idée est devenue débarrassons-nous de Paul Biya comme débarrassons-nous de Macky Sall qui disait le franc CFA est une bonne monnaie à garder il y a à peine 2 ans et demi, comme disait Alassane Ouattara qui ne trouve absolument aucun inconvénient au franc CFA. Donc ces mécanismes-là permettent de comprendre que nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes. Il faut justement des révolutions citoyennes qui mettent justement de côté ces dirigeants-là et qui mettent à leur place des Thomas Sankara de l'ère moderne. Parce qu'avec Thomas Sankara, c'était possible. Malheureusement, ils sont arrivés à des époques différentes. Sylvanus Olympio, c'est un peu moins de 20 ans avant Thomas Sankara. 1963, il est assassiné. Oui, Thomas Sankara, c'est 1983 qu'il arrive au pouvoir. Carrément 20 ans plus tard. Et voilà. Et après, on a Modibo Keïta qui, dans le siège en 1968, est chassé de là et envoyé justement au cachot jusqu'à sa mort en 1977. Et après, on a Lumumba
il n'a pas vraiment le temps de bouger, il arrive en 61. Et dans la même année, on l'amène dans les Sissango, on va dire, et l'année suivante, il est fusillé. Et aujourd'hui, on demande pardon. Le roi belge a demandé pardon aux Congolais pour l'assassinat de Lumumba. J'espère que ça arrivera en France un jour. Alors, c'est vrai que... il faut se débarrasser de ces dirigeants-là, parce qu'avec eux, aucun panafricanisme n'est possible. C'est vrai que l'idéologie du colonisateur postule chosification, mépris, exploitation des Africains, bien sûr. Ce qui alors, j'ai dans mon ouvrage, au chapitre 11, où j'aborde de long en large, si je peux me permettre de le dire, la responsabilité des dirigeants africains dans le naufrage du continent noir, en fait. Oui. Donc nous sommes d'accord que si les laquais de la France sont toujours en place, il nous sera difficile, voire impossible. Alors, ce qui m'amène à vous poser une question, et la prochaine, une autre question. Ressentez-vous au quotidien une réelle volonté des Africains, et surtout de sa diaspora, de vouloir sortir enfin de cette nuit noire dans laquelle nous vivons tous depuis des années? Alors, est-ce que la volonté ne vient pas de manière miraculeuse? Elle ne tombe pas du ciel. La volonté, elle se crée à travers l'éducation au panafricanisme. D'accord. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un ce qu'il pense du métro de Paris s'il n'a même jamais vu un métro de sa vie. Il faut lui montrer ce qu'est un métro. Il faut lui montrer les différents types de métro. Il pourra faire l'analyse entre le métro de Paris et le métro de Londres, par exemple. Il pourra dire, voilà, je n'aime pas la profondeur du métro de Paris. Parce qu'il sait que les métros ont des profondeurs différentes, ont des structures différentes, ont des voies différentes. Et ainsi de suite, des métros à roues, des métros sans chauffeur, voilà. Donc dans les mêmes sièges, les Africains ne sont pas encore assez éduqués dans le panafricanisme parce que les dirigeants anti-panafricains que nous avons s'y opposent. On va établir le parallèle avec la question politique au Cameroun, par exemple, où sur les marches, des gens vont vous dire si les gens se sont vus interdire la marche, c'est parce que le mot d'ordre était non au départ de Paul Biya, non à Paul Biya, on veut le départ de Paul Biya. C'est faux. Dans ces dictatures africaines, on interdit tout type de manifestation qui concourt à l'émergence du peuple. Parce qu'il y a 3 ans, quand on initiait le Front anti-CIF avec le grand frère Kémy Séba, mon frère Nzojo Foting avait tenté à Yaoundé une autre mobilisation, un front anti-CFA qui avait pour mot d'ordre la fin du franc CFA. On ne demandait pas à Paul Biya de partir, mais cela a été interdit. Donc on est dans une logique où on ne veut pas la culture du panafricanisme, on ne veut pas édifier les populations sur ce qui leur arrive. On ne veut pas édifier la population sur le fait que même pour construire la route, nous ne disposons que de la moitié de notre budget. Ça veut dire que le fait que le budget soit encore volé par les ministres et Paul Biya lui-même aggrave le problème, multiplie le problème par 2. C'est pour ça que je disais, on a plutôt que d'avoir 50% de notre argent et avoir donc 50% des réalisations, on a 50% en dessous de zéro. Parce que c'est même pas réalisé, en plus c'est détourné. Donc on aura du mal à y arriver. Il faut cette éducation au panafricanisme et justement avec un nouveau gouvernement, parce que Maurice Kamto peut ne pas vous dire je sors du franc CFA la semaine de son accession au pouvoir. Il peut dire, on crée une sorte d'éducation citoyenne qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, où le peuple est sensibilisé sur les problématiques du franc CFA et où chacun pourra apporter ses avis sur la question de quel est le paradigme monétaire qu'on va créer après. On fait une sorte de synthèse, un peu comme le grand débat national qu'il y avait eu en France, où chacun présentait au moins ses propositions et on les portait en haut lieu. Quand une population est éduquée, elle participe à son développement. Il n'y a pas un messie qui sait tout et qui impose à la population ce qu'elle doit appliquer. D'autant plus connu devant, alors j'en parle à la deuxième partie de mon ouvrage aussi, où je fais des propositions. C'est vrai que si nous analysons les échecs des Kwame Nkrumah, Nyerere et puis Sankara, etc., on peut tirer conclusion et voir effectivement comment nous devons faire. Je me souviens que Kwame Nkrumah, lorsqu'il était étudiant en Pennsylvanie, avait constaté que la force des États-Unis réside en leur union. Donc il était convaincu que le panafricanisme, c'est la meilleure des voies. Oui. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Il y a bien des raisons, il faut peut-être les travailler. On ne lui a pas permis de réussir. Bien sûr, les Anglais ont tout fait, tout fait pour que ça ne se fasse pas. Il faut appeler le chien par son nom. Pour les francophones, le panafricanisme ne sera pas aussi évident que ça. Il y a des préalables. J'en parle également dans mon livre, je parle des prérequis.
Prérequis éducationnel, il faut éduquer les Africains. C'est le patriotisme, être fier d'être noir, consommer africain, etc. Il y a beaucoup. Le prérequis juridictionnel, utiliser toutes les clés possibles pour s'attaquer à ceux qui nous empêchent d'évoluer, etc. Donc le panafricanisme, c'est la meilleure des voies, bien sûr. C'est l'une des voies, mais peut-être la plus importante. Mais ça ne sera pas aussi évident que ça, parce qu'il y aura, notamment la France, puisque ça concerne la zone francophone, qui se battra pour empêcher que cela se fasse. Oui, bien évidemment. Et les exemples cités parlent de même. Pourquoi les États-Unis sont puissants aujourd'hui? C'est parce que la guerre de sécession a connu la victoire de l'Union. On a dit, on veut un bloc commun qui parle d'une même voix, on veut justement rester une entité. Il y a des gens qui, au départ, des États comme la Géorgie qui avaient refusé l'Union au départ. Mais maintenant, la Géorgie, quand vous y allez, je sais pas, Las Vegas, c'est la ça c'est le Nevada, Atlanta, c'est l'une des principales villes, de la zone. C'est des villes très connues, très somptueuses, voilà. Ça fait que les Américains ont fini par comprendre que quand on est grand, on est fort. Le Texas, à lui seul, fait 2 fois la France. Et après, il y a encore un pays qui est le 3e ou le 4e, selon que les Chinois sont d'accord ou pas, plus grand pays au monde, après la Russie et le Canada. Du coup, on a des gens comme Kwame Nkrumah qui, justement, en 61, avait consigné dans son livre l'idée d'union, quand il Africa National, le titre du livre d'abord. Et où des gens, même pas seulement les Britanniques, comme il s'appelle, Léopold Sédar Senghor, lui disent que on va voir qui dans les 10 ans, dans des histoires d'union, on va voir qui dans les 10 ans sera plus avancé que l'autre. Nous, on va rester dans le carcan français. Toi, tu vas en vadrouille, on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant, je ne crois pas que le Ghana soit derrière la Côte d'Ivoire en termes de développement. Ça, non, pas du tout. Je vous le dis, non, je connais bien le pays, le Ghana. Donc, oui. Très en avance. En Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'y a qu'Abidjan dont on parle. C'est-à-dire, c'est comme si on parle plus d'Abidjan que de la Côte d'Ivoire. Bon, on a une ville superbement jolie et après, on a un arrière-pays qui a encore à améliorer. Donc, là, ce que vous avez évoqué, c'est justement cette pédagogie du panafricanisme. Absolument. Là où on doit éduquer un peu à connaître les rouages et à proposer les voies de solution avec le dirigeant qui est là sur place, à proposer les moyens de sortie. Donc si on ne fait pas ça, cela sera évidemment très compliqué, et surtout en Afrique francophone, parce que plus que l'Afrique anglophone, nous on est resté très très attachés à notre colonie. L'Afrique anglophone, la plupart des pays, le Kenya, le Ghana, justement, l'Ouganda, tous, on ne parle même pas de l'éléphant qui est le Nigeria, parce que voilà, je ne parle même pas du Nigeria. Et ces gens-là se sont libérés, en tout cas à au moins 80% de la domination, avec les résultats qui vont avec. Nous, incapables de faire quoi que ce soit sans la France, on se retrouve bien évidemment derrière. Dont les faits parlent d'eux-mêmes. On doit faire ce travail d'éducation pour que la sortie soit moins compliquée. Alors, pour la petite histoire, les Anglais, lorsqu'ils ont décidé de libérer les indépendances, vous vous souvenez qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle un dominium. Ils ont conservé quelques domaines, l'économie, la défense, etc. Et puis progressivement, ils ont libéré, et ils ont libéré totalement. Et ils les ont aidés à se développer. Ils avaient peur pour le panafricanisme, ils prenaient pas Kwame Nkrumah, certainement. Mais bon, c'est pas tout à fait le même esprit que la France, bien évidemment. Mais si vous voulez, je pense que l'éducation des Africains francophones est un élément fondamental pour permettre aux Africains de lancer cette démarche du panafricanisme. L'élément le plus important, bien sûr, pour le développement. Mais est-ce que ça se fera ou pas? Est-ce que les Africains francophones qui sont habitués à avoir les mains liées, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté? As English says, who knows? Isn't it? Il faut changer les habitudes. Lorsque les colons sont arrivés sur nos terres, nous ne connaissions pas leur religion. Ils nous l'ont inculqué. Imposé. On était à 0, ils nous l'ont inculqué. S'il faut donc inculquer au peuple la nécessité de cette libération, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, nous serons combattus par ceux que nous voulons libérer. Parce que il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne savent pas ce qu'est le franc CFA, qui obéissent selon la seule logique. Oui, mais si on sort du franc CFA, est-ce qu'on est prêt? Ils ne réalisent pas qu'il y a toute une génération derrière qui a posé la même question. Ces gens sont nés, ont vécu, sont morts.
Et eux, maintenant, aujourd'hui, ils ont 30 ans, 40 ans. Ils posent toujours la question, est-ce qu'on est prêt? C'est comme ça qu'on peut entourer le pays un peu pendant une période infinie, en disant chaque fois, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et ils ne se souviennent pas du passé où la question était déjà posée. Or, avec la pédagogie du panafricanisme, sur les questions économiques et monétaires, le peuple va se demander, ok, sur les accords de partenariat économique, que d'ailleurs le Cameroun a été le seul à signer en 2016 dans la sous-région Afrique centrale, avec la France, un an, jour pour jour, après le passage de François Hollande à Yaoundé, puis c'était le 4 août. Comme par hasard. Donc, un Africain éduqué sur ces problématiques va se poser la question, bon, moi je suis tchadien, si je veux produire localement et que je veux dominer le marché local, mais qu'en même temps mon voisin le Cameroun a ouvert le port de Douala aux APE, il y a la tomate qui va être importée sans droit de douane, ben, le marché tchadien aussi va se retrouver submergé par la tomate à moindre coût, ce qui va mettre mon entreprise à genoux, parce que je ne peux pas faire face à la haute production industrielle occidentale. Donc quand il le sait, voilà, il sait ce que ça implique, il sait ce que l'APE, on peut donc se réunir au Tchad et à l'Anjamena devant le Parlement, dans un contexte démocratique actuellement, puisque maintenant on a un maréchal où vous avez à demander une autorisation si vous dormez avec votre femme cette nuit ou pas. Donc, dans cette logique-là, ou dans un pays républicain, les populations éveillées peuvent aller devant le Parlement ou les institutions politiques et dire « nous disons non aux APE », comme ça se voit ici en Europe. Nous avons vu, je me souviens en Suisse, c'était incroyable, le FC Zurich voulait construire un deuxième stade. La population a dit « non, le stade là il est très bien, cet argent peut être utilisé ailleurs ». Ils sont allés dans la rue et on dit « voilà ». Et le stade, le projet a été avorté. La police n'est pas sortie les tabasser? Non, on a tué tout le monde, on a déstabilisé la Suisse. Donc, quand on a des... Suisse qui soutient le régime Biya. Voilà. Chez eux, c'est possible. On peut manifester, on peut rentrer à la maison sans problème. On peut même empêcher la construction d'un projet voulu par l'État central ou par le comté, par le canton. Mais dans d'autres pays, c'est impossible. Et justement, en menant cette éducation politique, quand on va dire APE, le citoyen tchadien camerounais saura que ce n'est pas association des parents d'élèves, mais accord de partenariat économique. Et il ira dans la rue manifester parce qu'il pourra expliquer quand on va l'interroger, il pourra expliquer. J'avais été impressionné par les gilets jaunes. C'est vrai qu'il y avait tout et n'importe quoi dedans, mais la plupart du temps, quand on demandait, même une vieille maman de la place, pourquoi elle est sortie, pourquoi elle dit, voilà, elle explique les retraites, elle dit que voilà, je touche ceci, on a prélevé 5 € là-bas, on a en fait, elle a réussi à expliquer le mécanisme de ce qu'elle touche. Or, au Cameroun, ce qu'on dit, ce qu'on fait comprendre au Cameroun de manière banale, de manière totalement brossée, sans la moindre pédagogie, c'est que non, si on sort du franc CFA, on va se retrouver... sans argent. Sans argent, on va se retrouver, la monnaie n'aura plus de valeur, on va se retrouver comme le Zimbabwe à avoir des brouettes d'argent qui ne vaut rien. Mais on ne lui explique pas ce qui entraîne qu'une brouette d'argent ne vale rien. Quand tu produis énormément, la brouette d'argent vaut beaucoup d'argent. L'Allemagne produit énormément. Et si vous avez une brouette d'euros à Francfort, c'est que vous êtes immensément riche. Donc c'est tout simplement ça. Quand on ne produit pas, et quand avec les APE, on est empêché d'être autonome par sa production, bah forcément sortir du franc CFA devient un problème. Parce qu'on a mis en amont les mécanismes qui vous rendent la sortie problématique. Parce que vous allez créer une monnaie que vous allez vouloir faible pour exporter à moindre coût peut-être ce que vous fabriquez, mais l'autre qui va venir et envahir le marché avec sa marchandise va faire que la monnaie sera même encore plus dévaluée qu'elle ne l'est, et votre dévaluation ne va pas servir à mater la concurrence comme avec la dévaluation chinoise, elle va plutôt servir à n'avoir aucun pouvoir d'achat. Alors avant votre dernière question, Pierre Moukoko, je dois préciser que le samedi 8 décembre 2007 à Lisbonne, lors du sommet des chefs d'État africains et européens, ce sommet où feu Robert Mugabe était très contesté, a fini par être présent, Nicolas Sarkozy avait réuni les 14 chefs d'État africains dans une pièce pour leur imposer politiquement correct, pour leur proposer ces APE. Deux chefs d'État d'Afrique noire francophone lui avaient claqué la porte au nez. Il s'agissait de Maître Abdoulaye Wade et le second, devinez qui était, Pierre Moukoko? Aucune idée. Laurent Gbagbo. Et lorsque Laurent Gbagbo sort, je lui dis alors Président, salut mon petit, et c'est comme ça qu'il m'explique ce qui se jouait à l'intérieur. Les autres y étaient restés. Même le représentant de Paul Biya qui s'appelait Enoli Ephraim à l'époque était resté en salle. Vous devez le savoir, chers téléspectateurs. Donc, Pierre Moukoko, votre dernière question, parce que vous avez votre thème. Alors, nous avons appris, vous devez le savoir aussi, que nos frères sont vendus en Libye, au Maroc, en Algérie, comme des esclaves. Jacques Moifo, ici présent, a d'ailleurs commis un livre sur ce sujet.
avec pour titre « Ils ont vendu mon frère ». Pourtant, aucun acte concret ne s'est produit pour y mettre un terme. Les dirigeants africains sont restés présents et, comme à son habitude, l'Union africaine aussi. Les Occidentaux ne s'en sont pas occupés non plus. Alors, à votre avis, quelles démarches effectives doivent être initiées et par qui pour éradiquer ces crimes? Il est impossible de demander le respect de l'autre si on ne se respecte pas soi-même. En Inde, Gandhi et son ami Jawaharlal Nehru disaient aux Indiens « Oui, vous êtes persécutés ici par les Britanniques, mais vous êtes persécuteurs ailleurs. » Et on est dans le même paradigme en Afrique. Tout à l'heure, on a parlé des pays africains où, je crois, au Mali, par exemple, le monsieur, bon, l'exemple est banal, mais il est parlant, parce que ça relève aussi de ça. Monsieur Diabaté, l'artiste, est inculpé d'une affaire de violence, dans une affaire de violence conjugale. Quand on ne respecte pas ces femmes, ou quand dans notre pays maintenant, on incarcère des femmes de ménage, ou des femmes enceintes, quand on martyrise comme ça ses congénères, son propre peuple, on ne peut pas rationnellement attendre du respect de l'autre. Parce que lorsqu'on parle de la problématique de l'esclavage des années 1600 à 1400 à nos jours, les Occidentaux ou les gens de l'Afrique du Nord vont vous dire « Oui, mais les Noirs, les Africains, eux-mêmes ont vendu leurs frères. » Nous légitimons le massacre que l'autre fait envers nous en ce que nous nous massacrons nous-mêmes quand il n'est pas là. Ça peut ne pas être faux, ça peut ne pas être vrai, pardon, parce que quand le colon y est arrivé, il n'a pas demandé aux Africains s'ils voulaient être en esclavage ou pas. Il les a massacrés, il les a obligés à être en esclavage. Il n'y avait personne qui vendait personne. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'Africain, quand l'ennemi n'est pas là, fait du mal à l'Africain. Pour résoudre la question libyenne, il faut deux niveaux. Le premier, c'est le niveau justement de l'éthique sociale où il faut respecter l'un l'autre. Il ne faut pas être dans une logique où les hommes, dans une arrogance phallocrate absurde, se disent on est supérieur aux femmes et ils se taisent quand on parle, de un. Il ne faut donc pas que dans la même logique, certains se disent on est supérieur au Bamileke, on est supérieur au Diola ou au Moré au Burkina, on est supérieur au Banene, au Badodo en RDC, on est supérieur à tel ou à tel. Il faut que déjà l'Africain s'accepte et il faut que maintenant, même si c'est la politique qui est en jeu, les droits de l'homme soient respectés. Ce qui nous ramène à Amsterdam où il disait les Camerounais doivent comprendre le régime que les droits de l'homme ne sont pas facultatifs. C'est la même chose qu'on peut dire à Idriss Déby au Tchad qui se prend pour un maréchal, ou à Ali Bongo Ondimba au Gabon qui pense que celui qui pense que bon, je suis paralysé, je ne peux plus diriger, c'est un déstabilisateur. On doit laisser les gens s'exprimer et les respecter dans leurs expressions, même si elles sont contraires. On doit laisser les présidents, enfin on doit laisser les Camerounais, même de la diaspora, retourner dans leur pays sans leur promettre la présence d'office parce que depuis la diaspora, ils ont dit « je n'aime pas tel ou tel dirigeant ». Ça doit être déjà possible, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on doit attaquer le mal à la racine et se focaliser sur les raisons qui font que les gens partent de leur pays et se retrouvent dans des pays comme cela. En amont, il y a déjà la problématique libyenne. Bon, vous disiez qu'on ne va pas parler, on parlera du panafricanisme une autre fois, mais en fait on en parlait déjà depuis le début. L'absence de l'éducation panafricaine a conduit à ce qu'en 2011, la plupart d'entre nous, la jeunesse, était ravie du fait qu'on déloge Kadhafi du pouvoir. Nous étions très contents de l'assassinat de Kadhafi parce qu'on se disait, on écoutait le discours international. Les médias occidentaux. Oui, qui disait que voilà, il tire contre son propre peuple et tout. Or, la Libye était l'une des économies les plus dynamiques puisque même au plus fort de la crise, en 2007-2008, où les Américains ont souffert avec les subprimes et tout, mais la Libye n'était qu'à 2% de déficit de dette publique. Avec un déficit budgétaire quasi inexistant, ça fait que malgré la crise, comme l'Allemagne, dont la Libye présentait un ratio économique similaire à l'Allemagne, toute proportion gardée, parce que malgré la crise, Kadhafi avait stabilisé la zone. Malgré l'abondance du pétrole, malgré tout ce qu'il y avait, malgré tous les projets, il n'y avait pas de problématique inflationniste, il n'y avait pas de problématique de déséquilibre économique, il n'y avait pas de problématique de ce genre. Or, la Libye a une monnaie gérée par elle-même à ce moment-là, le dinar. Donc, à un moment, on se retrouve dans une situation où Kadhafi vient à être assassiné et les Africains non éduqués suffisamment dans ces paradigmes panafricains approuvent
la décision, avec la conséquence que ça a, la zone est déstabilisée. Or, la zone employait près de 5 millions de personnes issues du reste de l'Afrique qui n'étaient pas martyrisées à cette époque. Il semblerait que les dirigeants africains se sont opposés à l'assassinat de Kadhafi, mais ils n'ont pas été écoutés. Je peux le dire, Jean Ping nous a donné une conférence de presse ici au Cap, dans le centre de la presse africaine, panafricaine, ici en France, en fin 2011, début 2012, et Jean Ping nous disait à l'époque, président de la commission de l'Union africaine, qu'ils avaient fait des propositions et qu'ils s'étaient opposés à l'assassinat de Kadhafi. Il proposait que des émissaires aillent négocier avec lui. Vous pouvez retrouver cette interview sur GMTV+. Et l'Occident, à la tête de laquelle Nicolas Sarkozy dominait à l'époque, leur avait dit: si vous osez survoler les airs libyens, nous tirons sur votre avion. Non, voilà mais ce que Jean-Pierre nous avait dit. De toute façon, justement, pour justement poursuivre la réponse à la question, dans ceci, la réunion avec Gbagbo et les autres, c'était en décembre, le 8 décembre 2007. Quelques mois plus tôt, le 27 juillet, le même Sarkozy avait dit à Dakar: l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Donc en fait, les Africains auraient déjà dû comprendre à ce moment-là que leurs avis ne comptent pas. Ils ne sont pas là à supplier la liberté. Vous êtes sur votre continent. Ils auraient dû faire bloc et aller tous ensemble dans un avion à Benghazi ou à Tripoli rencontrer Kadhafi ce jour-là. On aurait vu comment Sarkozy aurait matraqué un avion entier de présidents africains. L'effet n'aurait pas été le même. C'est-à-dire la communication aurait été une autre, et de toute façon, ils ne l'auraient pas fait. Ils ont été dans l'attentisme à demander la faveur à un étranger de ne pas intervenir sur leur sol continental au lieu de lui imposer la retenue et de lui dire: nous allons tout faire pour que tu ne viennes pas. Donc ils n'ont pas assez protégé. Donc ils ont donc enlevé Kadhafi avec le concours de la léthargie des dirigeants et de la population qui était aussi léthargique à cause de ces dirigeants, et ça fait donc que la zone est totalement sinistrée, et ceux qui vont se retrouvent, l'occasion fait le larron, ceux qui vont se retrouver victimes de tous les mercenaires qui sont déjà, parce que ce n'est plus un cadre politique, on est déjà dans le banditisme, le grand mercenariat, le trafic d'êtres humains, tout ce que vous voulez, l'esclavage même. Donc ça, c'est l'amont de la deuxième solution. Maintenant, en interne, dans nos pays africains, s'attaquer aux causes de ce qui envoie les gens en Libye, c'est-à-dire le marasme économique. Les gens quittent leur pays et prennent la route parce que dans leur pays, il y a pire que ce qu'ils pensent trouver. Cela ne légitime pas l'esclavage quand même. Cela ne légitime pas l'esclavage, mais justement, en 2020, quand on veut résoudre une problématique, on est à l'ère du pragmatisme. Quand on sait que le fait de se plaindre ne résout pas le problème, on utilise un autre mécanisme. Pas parce que se plaindre est mauvais. Évidemment, c'est mauvais l'esclavage. Mais quand je sais que le fait de dire dans une allocution, dans un document, stop à l'esclavage, ne met pas fin à l'esclavage, et qu'il vaut mieux en amont que j'annule les raisons qui font que les gens prennent le risque de se retrouver esclaves, je vais plutôt utiliser cette mesure-là. Et pourquoi les gens y vont? C'est parce qu'il n'y a pas de gouvernance. Regardez le Tchad, pour revenir à lui. Un président qui trouve que l'urgence de l'heure, c'est de se proclamer maréchal, de la même façon que Jean Bédel Bokassa en 1976. Il a dit qu'on le lui a proposé. Le premier, en fait, ils refusent, ils acceptent toujours les bonnes propositions, mais quand ce sont les mauvaises, ils tirent. Lorsque vous êtes un président, représente-toi, il appelle ça l'appel du peuple. Mais lorsque vous lui dites tu en as trop fait, qu'il le pouvoir, il dit insurrection, il envoie les policiers. Donc il faut qu'il sache faire preuve d'un peu de rationalité. Les raisons qui posent dans les gens à aller en Libye, c'est le marasme économique de gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent construire leur société. Jean Bédel Bokassa avait réussi l'exploit d'être le premier, c'est-à-dire d'être en Afrique, avant même la métropole française, le pays francophone, à avoir une femme Premier ministre, Elisabeth Domitien. Mais le même a réussi, alors que cette femme était indépendante et totalement émancipée, et qui lui disait: ton histoire de mégalomanie, ton histoire de maréchal, d'empereur et tout ça ne veut rien dire, renonce à ça. Il l'a démis de ses fonctions. Donc nous avons des présidents qui ne comprennent pas qu'il faut appliquer certaines mesures de développement infrastructurel, économique, social et culturel pour empêcher les gens de sortir. Et à la fin, les gens sortent et se retrouvent esclaves. Maintenant, ils essaient de lutter contre les conséquences en disant stop à l'esclavage en Libye, ce qui ne fonctionne pas. Et ils refusent d'écouter ce qui fonctionne quand on leur dit bon, vous avez braqué 50 000 milliards, 3 000 milliards de la fortune publique, ressortez là et construisez l'infrastructure. C'est ça qui fera que les gens ne partent pas. Sans vous couper, Wilfried Kanga, au Cameroun,
Une seule personnalité m'a passé un coup de fil pour de compassion pour la situation de mon petit frère vendu en Libye. Je ne le dis pas parce que c'est mon ami, non. Il n'y a que Samuel Vondo Ayolo qui m'a un jour passé un coup de fil regrettant cette situation. Mais à la fin, il m'a dit il s'en va. Après, on va dire que c'est le chef de l'État qui a dit que. Parfois, on ne peut rien faire sans citer au chef de l'État à la fin. Oui, donc, c'est l'unique personnalité, c'est tout. C'est une unique. Après, rien n'a été fait. Alors, voilà, vraiment dernièrement, oui. Pierre. Non, je voulais son avis sur un point. J'en parle souvent, l'Union africaine, l'UA. Je me suis rendu compte que c'est une entité qui est toujours absente lorsqu'on l'attend. Alors, M. Moifou me dit souvent, c'est une entité qui est subventionnée par l'Europe. Donc, qui est financée par l'Europe. Financée par l'Europe, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette entité-là? À quoi elle sert? À quoi elle sert? Je vis dans la ville de Francfort en Allemagne. C'est le siège de la Banque Centrale Européenne. Et j'ai vu le nouvel immeuble de la Banque Centrale Européenne qui est à l'est de la ville, sur les bords du Main, le fleuve qui traverse la ville. Je l'ai vu sortir de terre sous mes yeux jusqu'à sa finalisation par des fonds européens. Quand on arrive en Afrique, à Addis Abeba, l'immeuble est financé par les Chinois. Quand on regarde dans justement les caisses de la trésorerie de l'Union africaine, les 2/3, donc plus de 70%, viennent des caisses européennes. Alors, mais comment 54 pays peuvent se retrouver dans l'incapacité alors qu'il y a des gens qui se proclament maréchaux ou des gens comme en Côte d'Ivoire qui disent qu'il n'y a que eux pour régler la question ivoirienne, mais ils sont incapables de régler la question du paradigme africain qui va permettre à tous ces pays de se défendre. Comment c'est possible qu'on n'arrive pas justement à s'autofinancer? On est 54, peut-être même 55 si on compte le Soudan du Sud, qui fait maintenant un autre pays. On n'arrive pas à s'autofinancer, c'est pas possible. C'est une insulte envers Ménélique II, l'empereur d'Éthiopie. Ménélique II, à la bataille de mars 1896, après y avoir fouetté les Italiens copieusement et renvoyé chez eux, il a magnifié la région, fait grandir son pays et il a fondé justement la fameuse ville Addis Abeba en l'honneur de sa femme en disant « c'est un symbole de grandeur. Tu m'as assisté, Taïto Betoul, c'est elle qui dessinait les plans de défense, les plans d'attaque dans la bataille d'Adoua, qui ont finalement fonctionné et qui ont chassé les Éthiopiens. » Les Italiens. Les Italiens, pardon. Il a dit, voilà, vraiment, la reconnaissance que je te dois est grande, et il y avait une zone que sa femme appréciait beaucoup à cause de la végétation. Il a donc décidé de bâtir là-bas une cité qu'il a appelée la Nouvelle Fleur, ou la végétation nouvelle, la belle, le beau paysage, dont Addis Abeba. C'est ce que ça signifie là-bas. C'est donc un pays qui a un socle de grandeur dès le départ. Et voilà, un pays qui a connu notamment encore la Rastafari et tout ce que vous voulez. Mais maintenant, vous vous retrouvez dans ce pays-là qu'on a à juste titre désigné comme le siège de l'Union africaine parce qu'il a une grande histoire, même dans la Bible il est mentionné. Mais en même temps, nous nous ridiculisons à 54 en étant incapables de financer. C'est donc pour ça que lorsque l'Europe prend une décision en notre défaveur et que ça ne nous plaît pas, elle nous dit de toute façon, je vous coupe les vivres si vous ne me laissez pas appliquer ça me rappelle une question de... Vous avez compris, Vous avez compris, Pierre Moukoko? Je refuse de l'accepter. Parce que les États, refusez comme vous voulez, les États ne versent même déjà pas leur cotisation annuelle. Kadhafi payait pour plusieurs pays. Je ne vais pas les citer de peur de faire honte. Quand on dit 70%, c'est parce que justement, même dans les 30%, c'est l'Afrique du Nord principalement. Oui. Les pays qui ont le plus besoin de la force de l'Union africaine sont les pays qui n'y cotisent pas. On a un certain dirigeant dans un pays d'Afrique centrale qui d'ailleurs ne se rend pas au sommet de l'Union africaine. Vous parlez de celui que je connais qui vit en Suisse? Oui, quelque chose comme ça. D'accord. De temps en temps, il est en visite à l'étranger et au Cameroun. Oui. Donc vous avez donc des personnalités, des gens comme ça qui négligent la nécessité de se protéger, la nécessité de protéger leur peuple, la nécessité d'émanciper leur peuple. Steve Biko parlait en Afrique du Sud à l'époque de conscience noire. C'est-à-dire, mais réveillez-vous, prenez conscience de votre situation, prenez conscience de la nécessité du développement, posez-vous les questions d'émancipation, ne vous laissez pas soumettre monétairement, ne vous laissez pas assujettir économiquement. C'est ça qui fera qu'on ne vous gronde pas à l'extérieur. Comme on n'écoute pas, comme on ne se développe pas de manière endogène, on se retrouve dans des situations où on avait dit aux Ivoiriens que bon, on ne va pas vous donner de médicaments si vous ne chassez pas un embargo médical. Donc on fait mourir des gens parce que le pays est incapable de produire ces médicaments. On va dire au Cameroun, vous avez besoin de riz, nous les Américains, on va vous envoyer le riz.
Mais on a vu un petit nid de bauxite là quelque part au sud. Ça nous intéresse, donc si vous voulez manger du riz, donnez-nous ce nid de bauxite là, ce genre de choses. Quand on refuse de s'autonomiser, quand on prend 3000 milliards réservés à une canne pour la poche privée, alors que ça peut faire la contribution camerounaise pour l'Afrique, quand on prend les milliards que Déby a justement dépensés pour se faire proclamer maréchal, quand on prend les milliards que Ouattara veut utiliser pour la guerre inévitable qui se profile entre lui et Soro, alors que ça aurait pu contribuer à l'Union africaine, ben évidemment, on crée un continent de pays hors sujet qui ne sont pas présents là où ils ont des problèmes et qui sont totalement présents là où ils devraient être absents. Comme le disait le regretté Charles Ateba, c'est exactement, en fait, l'histoire se suit et se ressemble parce que l'absurdité politique, appelons ça comme ça, l'absurdité politique des décisions prises par nos dirigeants hier est exactement la même que l'absurdité politique de leurs décisions aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut s'en débarrasser. Vous êtes optimiste pour la sortie de la nuit noire de notre Afrique? Oui, dans ce qu'il faudra, pour se débarrasser de la nuit noire, il faudra balayer les nuages noirs que sont Paul Biya, Idriss Déby, Alassane Ouattara et tout le reste. C'est la fuite des nuages noirs et du crépuscule qui fait jaillir l'aurore et lever le soleil. Donc nous allons chasser, nous devons chasser nos nuages noirs, nous devons chasser nos chauves-souris du crépuscule, que sont tous ceux que je viens de citer, pour justement laisser la place à une gouvernance de jeunes dynamiques et portée vers l'avenir et dépourvue d'égocentrisme personnel. Vous avez parlé pour le commande de Maurice Kamto tout le temps. Je ne suis pas attaché à Maurice Kamto, je suis attaché au MRC et à celui qui le porte en ce moment. Si Maurice Kamto n'est pas là et que Mamadou Mota ou une autre personne porte le projet du MRC comme Maurice Kamto le porte, je soutiendrai ce projet-là autant que je l'ai soutenu quand c'est Maurice Kamto qui le portait. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Le nuage noir, il va falloir le chasser, mais seulement ne le remplacer pas par de la neige, car c'est invivable aussi. Cher Claude Wilfried et Kanga, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement de ce plateau. Sachez que vous êtes éternellement le bienvenu ici, car je peux le dire, on va me dire les partisans, ben oui, lorsqu'on a un invité qui édifie, on a envie de le revoir, n'est-ce pas? Par contre, lorsqu'on a un autre qui aboie et qui insulte, on n'a pas envie de le revoir, n'est-ce pas? On a le droit. D'accord. C'est avec grand plaisir que je reviendrai. Ben voilà, c'est formidable. Merci à vous, Pierre Moukoko, pour le grand travail que vous faites désormais sur GMTV+, en plus de votre métier de juriste d'entreprise. Vous devez le savoir, chers téléspectateurs, je m'appuie beaucoup sur Pierre Moukoko pour préparer mes émissions, étant donné que je travaille sans cesse, vous le savez. Voilà. Merci à celui qui vous a amené, on ne citera pas son nom, car il pourrait ne pas passer à l'aéroport prochainement. Vous savez comment ça passe. Et pour ne pas passer à l'aéroport, je profite pour dédier cette émission à Wilfried Siwi et à tous les prisonniers politiques en Afrique noire francophone, Bertrand Zivi, Edith Doualé, de Côte d'Ivoire, que M. Ouattara vient d'embastiller, ça fait un peu plus d'un mois. Je salue Marafa Lamidoué, je salue Monsieur Languena, je salue même Edgar Alom Bengor, oui, même vous, je vous salue, je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, ça et là, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Et saluez Paul Biya dont la chute est certaine. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.